Bonjour et bienvenue dans Son livre pour parler, le podcast du Centre national du livre dédié aux rencontres avec des écrivains et des personnalités afin que leurs livres dépassent l'imagination et nous transportent dans le réel. Accords, désaccords, on aime souvent quand ça mord. Le Centre national du livre soutient les écrivains et leur volonté de comprendre le monde, ça a des raisons, et la nôtre. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes en heureuse compagnie avec Lucie Ricot, écrivaine, autrice du roman GPS aux éditions POL. Lucie Ricot a reçu une bourse de création du CNL en 2020 pour l'écriture de GPS. Elle est également scénariste pour la télévision et le cinéma. Deux autres invités ont gentiment accepté notre invitation, Lucie Meurice, psychologue, et Clément Ravon, codeur et webmaster, entre autres. GPS a emporté notre enthousiasme. Il s'agit d'un roman qui nous parle de débâcle intérieur avec beaucoup d'humour, d'une histoire d'amitié, de l'enfance qui revient comme un boomerang pour échapper à la réalité, au deuil et de la technologie qui tente de nous faire croire que c'est possible. Dès les premières pages, Lucie Ricot nous plonge dans l'univers angoissant d'Ariane, la narratrice, qui accepte la mission d'être le témoin de mariage de sa meilleure amie, Sandrine. Ariane est une journaliste de faits divers au chômage. Elle angoisse à la perspective de sortir de chez elle, de se confronter au monde. Mais on ne refuse rien à Sandrine. Alors, à l'aide de son GPS comme seul point de repère et seul réconfort grâce au partage de localisation avec la future mariée, Ariane se dirige vers la zone Belle Fenêtre, là où se déroule la fête. Une fois arrivée, Ariane comprend que quelque chose ne tourne pas rond, que la fête ne ressemble pas à son amie d'enfance. Les invités, eux, se ressemblent tous, je cite. Les femmes ont les cheveux longs, coiffés en chignon et de petits nez. Les hommes, des yeux resserrés et des rires de CSP+. Et puis, Sandrine disparaît. Ariane commence son enquête avec pour point de départ le point GPS de Sandrine, qui bouge encore. Sauf que Sandrine a un passé trouble, un côté sombre et est accro à la chirurgie esthétique. C'est parti. Bonjour Lucie Ricot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors une première question. Pourquoi avoir planté le décor dans une zone qu'on imagine boisée et éloignée des grandes villes ? J'avais besoin pour que... En fait, Ariane a un problème pour sortir de chez elle. Depuis qu'elle est au chômage, le monde lui est hostile. Et donc, quand Sandrine se marie, j'avais besoin que ce soit un cadre assez hostile, un peu un cadre de conte de fées, éloigné de tout, où il n'y a pas de repère possible, où le GPS ne puisse pas se repérer. Or, il y a peu de zones où le GPS ne va pas, donc cette zone Belle Fenêtre, qui n'existe que dans cette fiction, était un décor idéal pour commencer cette fiction. D'accord. Et pourquoi avoir choisi d'écrire à la deuxième personne ? Là aussi, le choix s'est imposé assez vite parce que j'avais besoin d'une personne grammaticale qui me permette de donner l'impression que Ariane est surveillée. Tout le livre, Ariane surveille Sandrine. Ouais, elle la suit. On a l'impression que c'est ça, c'est la chasse à l'homme, enfin la chasse à la femme. Et en même temps, avec cette personne grammaticale, elle-même est surveillée. Il y a quelque chose de surplombant. On ne sait pas si c'est elle-même, si elle s'adresse à elle-même, si c'est Sandrine qui lui parle ou même le GPS. Mais il y a une étrangeté que je cherchais par cette distance. Le tu permet une distance par rapport à la narratrice. D'accord, c'est intéressant. Parce qu'on pourrait croire que c'est un mantra, par exemple, mais ça pourrait l'être aussi. Et c'est vrai qu'il y a un côté injonction et développement personnel aussi. Oui, j'essayais d'aller contre tout ça et de jouer avec, et en même temps avec aussi le vocabulaire du GPS, parce que le GPS s'adresse à nous en nous donnant des ordres, des injonctions tout le temps. Alors, cette fois, à la deuxième personne du pluriel, au vous, et c'est quelque chose, j'ai hésité aussi à utiliser ce vous pour marquer encore plus la distance. Mais étant donné qu'il y a la voix du GPS qui apparaît à des intervalles réguliers dans le roman. Tourner à droite, par exemple. C'est ça, tourner à droite. Le GPS dit principalement ça, d'ailleurs. Il aime beaucoup donner cette indication-là. Je voulais pas qu'il y ait de trouble et que finalement les deux voix soient à la fois semblables et en même temps un petit peu différentes. Qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus personnel dans le tu. D'accord.
pourquoi Sandrine demande-t-elle à Ariane d'être son témoin de mariage alors qu'on sait que c'est foireux, quand même, ce mariage? Il faudrait lui demander à elle, et comme elle disparaît très vite dans le roman, je la connais peu. Moi-même, j'enquête sur elle, et Ariane enquête sur elle. Je pense que c'est qu'il y a quelque chose à résoudre, et elle cherche dans cette amitié, Sandrine, que son amie Ariane résolve tout ce qui est foireux, justement, à la fois dans son union et dans leur amitié à elle. Donc je pense que c'est... je sais pas, une volonté d'être sauvée, mais en tout cas une volonté de comprendre quelque chose qui s'est joué et qui ne s'est jamais dit entre elles. Et aussi, je pense autre chose, c'est en pensant à Ariane, qui ne peut pas sortir de chez elle. Donc c'est aussi une tentative de sauvetage de son amie, de la sortir de chez elle en partageant sa localisation avec elle. Alors justement, Ariane est-elle symptomatique d'une société en perte de repères, d'une société perdue, finalement? Oui, le GPS ne lui est pas de grand secours, Non. malheureusement. Non. Elle tente de s'y raccrocher. Je ne sais pas si elle est symptomatique de ça. En tout cas, elle est en repli et elle a une position de repli face au monde et elle voit tout à travers un écran. Donc, elle a une image déformée de l'écran. Et ça, oui, je crois que c'est assez symptomatique de notre société où on se replie derrière des écrans pour essayer de voir le monde de manière plus belle ou d'être plus connecté sans forcément y parvenir. Et les écrans sont quand même un miroir déformant du monde. Ce qui est dans le livre et ce que je voulais traiter, voilà, c'est tous les enterrements aussi qui ont lieu de manière numérique. On peut maintenant assister à des manifestations de manière numérique. Donc, quel sens ça a finalement et qu'est-ce que ça crée comme nouveau rapport au monde? Donc, je crois qu'Ariane nage en plein dedans et finalement, elle peut tout à fait mener sa vie, alors de manière peut-être pas très saine, mais sans sortir de chez elle. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Ce qui n'aurait pas été possible à une autre époque, je pense. Justement, cela m'amène à vous poser la question suivante. Alors, du point de vue de l'écrivaine ou d'un point de vue personnel, selon vous, l'inconnu est-il devenu impossible à éprouver? Je parle de l'inconnu intérieur, bien sûr, émotionnel, comme le deuil, par exemple. Prenez votre temps. Oui. Je pense que la disparition, se rendre compte de la disparition de quelqu'un en ce moment, avec les réseaux sociaux, avec toutes les tentatives de connexion, et en tout cas en tout cas une question complexe. Et c'est aussi une question que pose GPS, parce que je ne sais pas si c'est un roman de deuil, mais c'est certainement un roman de disparition. Voilà, quelqu'un disparaît. Comment on se reconnecte à cette personne-là? Et ça, je crois qu'on y est tous à différentes échelles confrontés. Donc, j'aurais envie de vous répondre oui. Vous pensez que la vie est un fait divers, Lucie Rico? Oui. Oui, la vie entière pourrait être traitée selon l'angle du fait divers. Le fait divers, c'est génial parce que ça permet à tout le monde de s'identifier. Ouais. En même temps, ça fait peur, ça localise des choses très précises. Ouais. Et ça permet à tout le monde de s'identifier. C'est pour ça qu'on est aussi accro aux faits divers, je crois. Ouais. Alors, sous leurs multiples formes, dans les magazines, dans les fêtes Entrer l'accusé ou dans les films d'horreur qui sortent. Et ça, j'en fais partie. Ouais. Et c'était intéressant que Ariane, pour moi, j'avais très envie qu'elle soit journaliste de faits divers, justement pour qu'elle soit confrontée à toute cette violence du monde, sans vraiment la réaliser. Parce elle fait ça de chez elle, et elle ne réalise jamais ce sur quoi elle écrit, puisque en fait un fait divers c'est quelque chose d'interchangeable auquel on n'est pas vraiment confronté. Et la disparition de Sandrine, de son amie la plus proche, vient heurter justement tout ce qu'elle s'était bâti comme rempart entre le monde et elle, parce qu'elle est confrontée pour la première fois aux choses qu'elle écrit depuis des années. Même loufoque, votre livre est triste, en fin de compte. Qu'en dites-vous ? Je me rends plus compte qu'il est triste qu'il est loufoque, je crois, parce que je crois que c'est... Quand je l'ai écrit, c'est quand même sur quelqu'un qui est complètement replié sur soi, et finalement c'est aussi un peu, je le voulais pas forcément, c'est pas quelque chose que j'ai pensé, mais une métaphore de l'écrivain, parce que quand on est écrivain, on est seul chez soi, en train de fouiller au plus profond sa voix, de trouver des voix de personnages, de dialoguer avec des gens qui n'existent pas, donc ça met dans un état particulier, en tout cas moi cette écriture m'a mise dans un état particulier, et oui,
en tout cas, j'étais plus attentive à la tristesse qu'au loufoque, parce que le loufoque, je crois qu'il vient du sujet presque, qui vient de ma manière de traiter justement, enfin, du fait Ouais, que bien sûr. la réalité et la fiction ne correspondent jamais complètement. Et finalement, ça C'est la c'était pour distance moi, c'était évident que que vous mettez. c'était le langage du livre, cette distance-là. Ouais. Eh bien, merci à Lucie Rico. Bonjour Clément Ravon, merci d'être parmi nous. Vous êtes codeur, vous avez étudié la philosophie. Aussi, j'ai quelques questions à vous poser. Lucie Rico, Lucie Meurice, n'hésitez pas à intervenir. Alors, Clément, en quoi les applications peuvent-elles nous apparaître comme des individus, par exemple, quand il y a une interaction ? Je pense que comment dire, quelque chose dont il faut se déprendre, c'est l'idée qu'une application, justement, enfin, nous apparaît comme un individu, mais parce qu'elle nous met en médiation avec un individu qui est existant. Et en fait, c'est jamais rien d'autre qu'un canal de communication plus ou moins sophistiqué, mais cette idée qu'une application ou que du code, pour avoir une interaction aussi riche, symboliquement, affectivement et tout ça, qu'un autre être humain, ça, je pense que c'est une illusion qui peut être tout à fait entretenu par la science-fiction, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, de manière tout à fait absurde en ce moment. Mais je pense que c'est important de garder en tête que toute la charge affective qui peut être transmise par les applications, c'est parce qu'il y a des êtres humains derrière, en fait. Il n'y a pas d'autonomie affective de l'informatique. Et dans le cadre du roman, la géolocalisation, en tant que telle, c'est vrai que c'est un point... Enfin, il y a quelque chose de tout à fait neutre d'un point de vue sensoriel, c'est un point rouge qui est quelque part. Et pourtant, comme ce point rouge, il manifeste, il représente l'ami d'Ariane, c'est là où il devient chargé affectivement, en fait. Et donc, il n'y aurait pas Ariane, ce point rouge serait juste un point complètement abstrait sur une zone, elle aussi assez abstraite. Et donc, voilà, donc je pense pour répondre à la question, je pense qu'en fait, les applications sont des vecteurs d'individualité plutôt que des individus en tant que tels. C'est jamais rien d'autre que des canaux de communication. Ouais. Merci. Une autre question. Pourquoi les applications participent-elles à la déréalisation de nos vies ? Alors, très bonne question. Vous avez 2 heures pour répondre. Alors, je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour en parler. Pour quelqu'un qui les utilise aussi, qui connaît un peu ce langage. C'est qu'en fait, il se trouve que je suis assez technophobe, que j'utilise assez peu d'applications, même si j'en conçois quand même pas mal. Néanmoins, je pense que ce côté déréalisant, en fait, j'aurais peut-être plus un propos plus large sur la technique en règle générale, qui est peut-être que c'est de nous faire un peu oublier notre finitude, en tout cas que les applications maintenant techniques ont complètement une volonté de nous divertir au sens un peu pascalien du terme, qui est nous faire oublier le caractère misérable de notre condition et en gros nous faire oublier la mort. En tout cas notre finitude. Et ce qui est intéressant dans ce livre, justement, c'est qu'il y a une sorte de renversement de ça. C'est-à-dire que là, bien loin de nous faire oublier la mort, l'application rappelle... là, pour moi, il y a un truc paradoxal dans le livre, qui est d'un côté, l'application va permettre de... en tout cas, ne va pas du tout masquer la mort, mais en même temps, comme elle fait quand même perdurer ce point, elle nie aussi la mort, au sens où elle fait croire à une illusion de la vie. Et ça, pour moi, c'est le côté paradoxal que j'ai trouvé vachement intéressant. En tout cas, que c'était un usage inédit des techniques, quoi. Oui, tout à fait. Juste pour rebondir, c'est vraiment ça. Je voulais que le point rouge remplace le vivant. Que l'avatar de Sandrine, le numérique, remplace le vivant, la personne vivante. Puisqu'elle a disparu, elle n'a plus de traces, si ce n'est ce point. C'est comme une métamorphose, finalement. Oui, vu que ce point rouge, il a ni goût, ni odeur, aucune qualité sensible. Et en fait, toute la valeur affective, c'est ce que Ariane va projeter sur ce point rouge. Qui est un passé, et ça pour le coup c'est codé par personne. Ouais. C'est hors code. C'est hors code. Et Clément, pourrait-on, je sais que vous êtes un grand lecteur également aussi, pourrait-on imaginer à terme une société coupée de ses émotions ?
Là aussi, 4 heures, tu es mort avant. Là aussi, grande question. Après, je pense que peut-être faudrait différencier entre émotion et sensorialité. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'on se coupe du sensoriel ou du sensuel parce qu'on ne fait plus expérience du monde par le biais de nos sens. Enfin, un peu comme la journaliste comme Ariane, qui est journaliste de faits divers, qui a accès à ça que par des photos ou des textes, mais qui les a pas vécus. Donc, on va être coupé de la sensorialité, ça je pense. Par contre, vu à quoi servent les réseaux sociaux, comment ils sont utilisés, comment ils sont et par qui ils sont utilisés en ce moment, je pense que par contre, on n'a jamais eu autant utilisé les émotions maintenant comme un levier politique, comme un levier marketing. Enfin, je pense que ça va être des émotions dépourvues de réelle sensorialité, mais par contre, je pense qu'elles ont une place de plus en plus grande. Enfin, le fait qu'on puisse réagir par des émoticônes plutôt que justement par des longs textes. Pour moi, ça montre, en tout cas, que les nouvelles technologies sont contre la sensorialité, mais par contre se jouent beaucoup avec les émotions. Vous, quelle est l'utilité que vous trouvez à ce langage, le code ? Il y a cette idée qu'on parle de langage de programmation, et du coup on peut avoir, je sais plus quel... il y a un ministre qui parlait en gros, d'arrêter le latin et de remplacer ça par le Python ou le JavaScript, vu qu'en gros c'était pas les langues anciennes, ça suffisait, il fallait des langues nouvelles. Bon. Et c'est un pur abus de langage, c'est que en JavaScript, en PHP, en ce que vous voulez, on va jamais pouvoir même décrire une pomme. En fait, une pomme, ça a juste une variable x qui aura des attributs qui sont sûrement des attributs de densité ou de coloration, mais en fait ça, c'est juste un bit sur une carte mémoire. Enfin, ça n'a absolument... Enfin, les langages de programmation, sans langue naturelle pour leur donner de la chair, ils veulent absolument rien dire. Ils sont insignifiants de la même manière que si on regarde c'est que c'est du pur mécanisme. Il n'y a pas de, pour le coup, ni émotion, ni sens et tout ça. Enfin, pour le coup, c'est un peu comme... et ça, c'est bien fait dans le livre, je pense. C'est de la même manière qu'il y a une sensualisation ou une sensorialisation du point rouge, il y a aussi une sorte de mouvement balancier qui va dans l'autre sens, où il y a les lieux d'enfance, les lieux de souvenirs qui sont rappelés par des points, des coordonnées GPS. Et en fait, ce côté purement quantitatif, opposé justement à la richesse qualitative, qui est le lieu de l'enfance où il s'est passé ceci, cela, et Sandrine était comme ci et comme ça, et en même temps, pour un ordinateur, c'est juste 32.3.78,2. Et en fait, cette différence-là, c'est peut-être la différence entre les langues naturelles chargées d'émotions, de qualité sensorielle, et le code. En fait, le code, il est que formel, il a besoin de matière pour pouvoir dire quelque chose pour des êtres humains, mais en tant que tel, s'il n'y a pas d'être humain derrière, il est rien. Il est aveugle. Aveugle. Ouais. Merci Clément. Bonjour Lucie Meurice. Bonjour. Vous êtes psychologue. Je suis ravie de pouvoir vous poser les questions suivantes. Pourquoi l'agoraphobie nous saisit-elle lorsqu'on se sent mal dans sa peau ? Qu'est-ce qui se joue au niveau psychologique ? Déjà, je ne pourrais pas apporter une réponse terminale à cette question, peut-être si dense. Je pense que chaque personne, chaque sujet a sa propre histoire à cet égard, et qu'est-ce qui va amener pour résoudre un symptôme à rester chez soi. Donc je pense que ça, c'est propre à l'histoire de chacun. Après, peut-être je peux répondre de ce que j'ai lu, moi, oui, bien sûr. Au niveau d'Ariane. Moi, j'ai lu, au niveau d'Ariane, et c'est un sentiment que j'ai eu pendant tout le roman, c'est l'enfermement. Un enfermement très lourd. Et un enfermement qui a été une défense. Une défense par rapport à la surprise, une défense par rapport à l'expérience. C'est-à-dire faire tenter l'expérience d'aller dehors, c'est tenter l'expérience de vivre. De vivre des échecs, des réussites. Et je crois qu'il y a quelque chose où Ariane, à un moment donné, elle peut plus, c'est trop dur. Et il y a un point, à un moment, où on comprend un peu. C'est au fur et à mesure du bouquin, on comprend la relation qu'il y a entre Sandrine et Ariane. Et on comprend peu à peu que... alors, j'essaie de le dire, mais je voudrais pas spoiler le livre. C'est difficile. Et c'est pas évident, mais on comprend qu'Ariane, en fait, depuis longtemps, il y a une forme de solitude dans laquelle elle est enfermée, et que je crois que sa fenêtre sur le monde, malgré tout, c'est Sandrine. Et que
et que le reste paraît très accessoire finalement. Et que la disparition de Sandrine, dans sa propre vie, qui construit sa vie, plonge Ariane, elle, dans le creux de son appartement. Elle peut pas en sortir. Il n'y a plus Sandrine pour aller lui tenir la lumière. Donc voilà, c'est ce que j'en dirais à propos d'Ariane. Et pourquoi Ariane s'obstine-t-elle à suivre ce point ? Pourquoi ce caractère obsessionnel ? Je pense que... Alors, certes, la volonté de ne pas subir le deuil, mais au-delà de ça. Je crois que c'est un petit peu ce que disait Clément tout à l'heure, c'est la non-finitude, et elle se fait prendre dans son symptôme. Pour moi, elle se fait prendre dans son symptôme, c'est-à-dire de pas de contact avec la réalité. Elle se fait prendre dans quelque chose où elle peut complètement ne plus sortir, ne plus être dans le réel, et tout en étant juste dans son lien avec Sandrine. Et donc, elle se retrouve dans ce... Et ça part en cacahuète, quoi. C'est-à-dire, ça part vraiment dans la folie. Moi, j'ai lu, et là où j'ai adoré ce bouquin, c'est que pour moi, il y a une dimension complètement fantastique. Oui, je suis assez d'accord. Et ça, moi, j'avoue que c'est pas tant le côté loufoque non plus, moi, qui m'a tellement marqué, c'est le côté vraiment amer. J'ai vécu les sensations du deuil, j'ai vécu les sensations de la mort, et j'ai vécu les sensations du fantastique. C'est-à-dire, à un moment, je ne sais plus où est le haut, je ne sais plus où est le bas. Je suis complètement confuse et désorientée. Et je crois que l'un des efforts de l'auteur est de nous faire vivre ça. Et c'est exactement moi ce que j'ai vécu. Donc un nouveau fantastique, à travers notamment les technologies, et la place que vient prendre la technologie comme un sujet. Enfin, moi, je sais pas, la question de, quand même, qui m'a suivi jusqu'au bout, mais c'est qui ce point rouge ? Voyez. Existe-t-il vraiment ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est dans un délire ? Est-ce que c'est quelqu'un ? Enfin, ça rend fou. C'est vrai que j'ai trouvé ça très bien fait aussi, peut-être plus en tant que lecteur de science-fiction, quand il y a des nouvelles technologies, parfois dans ce qu'on appelle la hard sci-fi, enfin la hard science-fiction, qui est très, très détaillée d'un point de vue technique, alors que là il y a plutôt une mise en parenthèse de la condition de possibilité de ce point rouge qui continue d'exister, vu qu'il y aurait pu avoir une intelligence artificielle qui aurait été nourrie par les réseaux sociaux de Sandrine et tout ça, ce qui a été fait dans un épisode de Black Mirror, tout ça, alors que là il y a plutôt un côté réalisme magique qui est de dire en fait on s'en fiche complètement du côté technique, et c'est plutôt anthropologiquement qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que la technique peut faire à des êtres humains et à des individus, plutôt que la technique pour elle-même, et enfin ce côté fantastique, pour moi c'était très plus peut-être réalisme magique, où on va vraiment mettre entre parenthèses la crédibilité scientifique de la chose, mais pour se concentrer sur l'essentiel qui est l'individualité psychologique et tout ça. Mais non, allez-y Lucie. Oui, Rico. C'est vrai que c'est ce que je cherchais, cette désorientation. Enfin voilà, le GPS, c'était aussi un clin d'œil, rien que le titre, par rapport à comment on décrit la perte de repères, et le fantastique et le réalisme magique. C'est aussi des univers, des genres où le réel et la fiction affleurent, mais de manière on ne sait jamais où est la réalité et où est la fiction. Et ça, cette perte-là m'intéressait beaucoup à traiter. Alors, votre livre n'est pas que loufoque. Il y a aussi quelque chose de très beau lorsque vous utilisez la métaphore de la boule de feu qui dévaste tout sur son passage, et notamment les remparts d'Ariane, quand elle comprend que sa meilleure amie est morte. Je cite: « Sandrine n'a pas brûlé, elle est devenue le feu, une boule rouge qui brûle tout sur son passage et t'emporte à travers tous les paysages. » Tout à fait. En fait, je voulais qu'à un moment, le point rouge devienne autre chose, prenne corps, prenne chair, et que justement, ce langage numérique, cette représentation du monde très froide et codée, devienne autre chose, qui soit une métaphore même un peu éculée de la douleur, mais qu'en tout cas il y ait cette transformation, et que du coup ce soit ça aussi qui fasse revoir cette... Alors je sais plus quel est le terme exact. Le terme, je sais plus si c'est un soleil, mais en tout cas oui, qu'il y ait une transformation physique du point rouge. De la même manière qu'elle se projette toujours dans ces lieux, parce que sur le GPS, le paysage, c'est aussi une représentation politique. On se dirige juste en regardant le GPS comme si c'était le
double du réel, mais il n'y a pas de double du réel, c'est une représentation, et ça, voilà, on pourrait peut-être en parler, mais qu'est-ce que c'est justement, comment, est-ce qu'il y a, quand on code, une volonté politique, enfin une conscience de ce qu'on crée du monde, de ce qu'on recrée du monde qui est voilà. proposé. C'est ça. Bien sûr. Oui. Ce qui est certain, c'est que en fait, en programme, enfin le réel sera toujours plus riche que ce qu'on pourra encoder, et donc du coup, on va l'abstraire, et donc ça veut dire mettre de côté certaines choses. Et donc en fait, là, ça, c'est absolument de la politique. Enfin, c'est qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est important, en fait. Qu'est-ce qu'on retient du réel, qu'est-ce qu'on va mettre en variable, en fait. Bah ça, c'est de la vraie politique, et c'est pour ça que... Enfin, malheureusement, ça devrait pas être au codeur d'en décider, mais le plus souvent, c'est ce qui se passe, et c'est un problème. Et voilà, dans la fin du livre, il y a vraiment une mise à... Voilà, un essai, une tentative de mettre en perspective et de faire voir ce côté politique de la représentation du monde quand il s'effrite, en même temps que les mots s'effritent. Il y a tout un moment, voilà, vous parliez d'obsession, il y a un moment où le langage n'est même plus possible, où voilà, ça devient des latitudes, des longitudes, mais même les mots, les phrases deviennent des bribes de phrases, et ça même, j'essaye de reproduire sur la page le fait que le langage n'est plus possible, où il se dissémine complètement et ça devient une logique géographique qui a l'œuvre dans le livre et qui explose finalement. Et voilà, il y a cette tentative dans le livre de faire exploser ces cadres-là. Oui, il y a un moment qui m'a fait beaucoup rire sur justement la différence entre comment le paysage est perçu par le GPS et donc comment il a été filtré, abstrait par un codeur, par une vue satellitaire. Et quand Ariane elle essaye elle décrit le parc, le lac à son ami, et du coup elle lui en parle d'une manière complètement satellitaire, mais qui a absolument aucun sens, où elle dit « Ah oui, tout à fait, avec un parking à 300 mètres, avec 3 arbres en haut et qui sont en forme de V, et ça peut parler à personne, en effet. C'est pas du tout du langage ordinaire, en fait. C'est du langage machine qui est balancé par un être humain. Et, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Oui. Et ça, c'est loufoque. Ça, c'est loufoque, oui, je trouve aussi. Oui. Ouais, alors, c'est marrant parce que moi, ça m'a plutôt vraiment déstabilisée. C'est-à-dire, ça m'a vraiment déstabilisée de me dire... Alors, peut-être je suis vraiment néophyte de ces nouvelles technologies. Il y a peut-être un côté comme ça, qui est que... Déjà, j'avais aucune idée qu'on pouvait faire ça, et je me demande même encore si c'est vrai. Et je crois pas que j'ai envie d'avoir de réponse. C'est-à-dire, j'aime bien garder le côté fou et d'histoire et romanesque, de me dire, si quelqu'un m'envoie une localisation, je vais pouvoir voir autour quel immeuble il y a. Et puis alors, il y a aussi ce côté en 2007, c'était comme ça, un retour en arrière. Ah ouais. Alors, ça, qu'est-ce qui se passe? On peut aller jusqu'où en arrière? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la préhistoire? Est-ce qu'on peut... Jusqu'où l'intelligence artificielle va aller nous amener en dehors du réel? Enfin, nous déconnecter du réel et nous laisser connecter à elle dans une forme d'addiction qui va gagner. Moi, je vois une lutte, je vois quelque chose de ça, c'est-à-dire un peu. Ça, c'est vrai que c'est en fait, Ariane, la narratrice, pour moi, elle est très symptomatique de notre société. Enfin, en gros, quelqu'un qui passe son temps chez lui, qui n'est plus dans l'espace public et qui a accès au monde que par le biais des écrans. En fait, on est... En plus, il y a eu le confinement, mais c'est vrai que les applications ont tendance à... Enfin, comme elles prétendent nous donner le réel, on n'a plus besoin d'aller le chercher nous-mêmes avec notre corps. Et du coup, ce côté de claustration généralisée, ça, c'est peut-être la maladie qui guette tout le monde. Du siècle. Ouais. Ou du millénaire, je sais pas. C'est la maladie d'être tout seul, c'est la maladie de la solitude derrière qu'on pointe un peu. Et je sais pas les stats, je sais pas les chiffres, mais on peut quand même imaginer que les écrans et cette façon charnelle et incarnée que prend l'écran et les applications donnent un plaisir à être tout seul, vu qu'on n'a plus besoin des autres. Plus besoin de sortir, il y a un truc où on peut se complaire à être tout seul dans une illusion d'être pas tout seul. Et ça, c'est tout à fait une figure de la négation de la finitude. Enfin, complètement. Normalement, je suis fini, donc pour me compléter, je vais parler à quelqu'un d'autre et tout ça. Et qui peut mourir un jour, où l'amitié peut s'arrêter un jour. C'est ça. Avec mon écran, ça s'arrêtera jamais. Si j'ai de la batterie.
Oui. C'est ça. Ce qui est mis en... Ce qui est mis en exergue, voilà. Ce qui est mis en exergue. La batterie, c'est assez... Bien sûr. Restons chargés. Est-ce que j'aurai de la batterie? Ce qui devient la seule angoisse, finalement. Oui, qu'il y a un vrai cordon médical, en fait. Le seul point qui ramène à la réalité, c'est est-ce que j'ai de la batterie? Mais en plus, oui, cette figure du cordon ombilical, c'était vraiment ça. Ce sera la suite, Lucie. Lucie Rico. Le cordon, après le GPS. Non, mais c'était intéressant de trouver les termes justement pour cette solitude et même pour la description du paysage d'un personnage qui ne sort jamais de chez elle. J'avais très peur en commençant le roman de comment on décrit un paysage qui n'existe pas et comment on retrouve les termes, comment on le décrit, comment on le fait lire pour le partager quand c'est un paysage qui n'est pas vécu. Alors, Lucie Rico, j'avoue que j'ai regardé votre dossier au Centre national du livre. Et vous dites que vous aviez besoin de voyager, enfin en tous les cas d'aller, je ne sais plus quelle est la région dont vous parlez, mais vous évoquez l'Auvergne, voilà, vous évoquez une région. Pourquoi ? En fait, pour écrire, quand j'ai demandé cette aide du CNL, j'avais besoin de temps et surtout d'aller dans un endroit que je ne connaissais pas. C'était au début de l'écriture et j'avais très envie de ne pas partir d'un lieu réel ou d'un lieu que je connaîtrais, mais visiter un lieu que je ne connaissais pas, aller en train, aller en voiture, etc. Et me laisser vraiment guider par le GPS pour voir comment je découvrais un lieu que je ne connaîtrais que par l'interface du téléphone, en me donnant cette contrainte de visiter un lieu sans le regarder vraiment. En vrai, je n'ai pas du tout de sens de l'orientation, donc c'est vrai que finalement, j'ai aussi un cordon ombilical avec mon GPS, c'est ma seule application que j'utilise beaucoup, mais finalement, j'étais pas si dépaysée que ça, et j'avais l'impression de connaître ce lieu que je n'avais parcouru que par mon GPS, et ça c'était assez terrifiant. Et je crois que ça a donné aussi ce ton du récit qui est aussi un qui est un peu angoissant, oui, tout à fait. Qui est assez angoissant, en dehors du fait qu'il soit structuré autour d'une enquête de qu'est-il arrivé à Sandrine, il y avait cette angoisse de en fait on peut vivre, j'aurais pu ne jamais lever mes yeux de mon téléphone et connaître ce lieu, en fait, connaître les noms du lieu, en parler à d'autres personnes, et j'ai fait l'expérience de discuter avec d'autres personnes de lieux où je n'avais pas levé le nez de mon téléphone, et en fait j'en parlais, je pense plutôt bien. Au culot, hein. Oui. Plutôt bien. En tout cas, comme si je les avais connus vraiment. Ça, c'était une expérience que j'avais vraiment envie de faire. Illusion. Voilà, je pouvais faire illusion. Parce que tout illusion, ouais. C'est exactement ça. En fait, c'est l'illusion. C'est ça. Voilà. Alors, cela m'amène à vous poser une toute autre question, enfin une question d'un autre ordre. Lucie Meurice, parce qu'on ne peut pas, hélas, on ne peut pas spoiler la fin du livre, mais une question. Sandrine donc s'est fait plusieurs fois refaire le nez, et d'après Ariane, elle est accro à la chirurgie esthétique. Lucie Meurice, pourquoi devient-on accro à la chirurgie esthétique? C'est vrai que c'est une question, mais encore une fois, je ne pourrais pas répondre à la problématique de chacun dans la chirurgie esthétique. Moi, je dis, elle y répond assez bien en même temps. Ariane, à un moment donné, et Sandrine, ils répondent assez bien sur un côté de... je me réfère là juste au bouquin, mais peut-être on peut s'y référer à d'autres personnes, à des patients, mais l'impossibilité de se voir, c'est-à-dire l'impossibilité d'accepter la frustration de ce qu'on est. Et donc, du coup, la finitude. C'est-à-dire, je suis comme ça, et je peux rien y faire, mais attends, mais il y a peut-être les technologies qui vont pouvoir faire changer, et si je change mon nez, peut-être que le monde entier et ma vie va changer entièrement. Et puis elle continue parce que ça marche pas en fait. C'est pas parce que ton nez il va perdre 5 mm que la vie va devenir plus chouette, que le boulot va devenir épanouissant, que les enfants vont devenir sympas, et le mari accueillant le soir. Je veux dire, ça change rien. C'est vrai. Et ça change rien finalement à sa vie un peu barbante. Donc je crois que c'est de ça, c'est cet espoir, une illusion que tout va changer.
Oui, exactement, et d'enlever des bouts d'elle. Enfin, je crois qu'elle dit ça. Elle veut retirer des bouts d'elle comme on pourrait enlever une application qui nous gêne sur notre téléphone. Il y a un côté agir sur le réel comme s'il n'était pas. Et puis peut-être en enlevant ce bout d'elle, moi j'ai senti un côté de voilà, alors ça c'est mon petit mauvais caractère, ou ça voilà, ça mon goût trop grand pour les pizzas, voilà, je vais l'enlever en enlevant un bout de nez. Et puis ça marche pas quoi. Ouais. Parce que c'est la mise en abîme de l'image, bien entendu, mais quand on voit lors de la cérémonie, mariage, lors de la fête, il y a un PowerPoint et là on voit Sandrine avec son nouveau-né. Et alors, c'est drôle et en même temps, c'est assez terrible parce qu'elle disparaît quand même après. Après, je crois que dans le roman, moi, c'est que des peines que je comprends un peu, que j'écris, pour pas aussi être dans le jugement de mes personnages. Oui. C'était pareil d'ailleurs dans Le Chant du poulet sous vide. C'était quelqu'un qui à la fois était un peu fou, voilà, qui voulait tuer des poulets pour pouvoir les biographier. Enfin, je sais pas dans quel sens c'était, si c'était biographier des poulets pour les tuer. Enfin, voilà. Mais en même temps, c'est des personnages où j'ai été dans ces contradictions-là, parce que Sandrine, finalement... est dans une contradiction permanente avec son image. Et la disparition, peut-être que c'est la dernière solution qu'elle pourrait apporter. Je ne sais pas si vous vouliez... Mais non, mais c'est que du coup, c'est vrai que j'avais pas vu en fait ce côté que la chirurgie esthétique, qui est aussi une forme de technique, enfin ça faisait en fait qu'il y avait ce côté que les deux protagonistes en fait étaient toutes les deux accros à la technique d'une manière ou d'une autre en fait, et une technique qui nous permettrait de changer ce qui peut avoir de misérable dans notre condition, que ça soit la mort ou un nez trop grand. Et là aussi, c'est une réponse visuelle à encore une fois, je ne vais pas spoiler le roman comme vous ne l'avez pas fait, je ne vais pas le faire, mais c'est une réponse visuelle à un traumatisme, enfin en tout cas à quelque chose qui s'est vraiment passé dans le réel. Et c'est une tentative cosmétique d'arranger ce qui est quelque chose de terrible, qui s'est passé pour Sandrine. Et voilà. Donc oui, c'est une réponse cosmétique, donc forcément, il y a quelque chose qui se passe mal. Moi, effectivement, le nez, ce nez rétréci, ce nez qui n'arrête pas de rétrécir, est quand même une image de la propre disparition. C'est-à-dire, on sait déjà qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Ouais, je suis d'accord. Je l'ai lu comme ça aussi. Ouais, vraiment, c'est l'effet que ça m'a laissé. Bah ça, c'est un truc que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'il y avait un petit côté, justement, ce côté, l'anodin qui devient grave, dans le 4e de couverture du livre, qui est juste Sandrine veut partager sa localisation avec vous. Pour moi, il y avait un côté aussi très poétique comme ça, des phrases qu'on entend tout le temps, comme devenir ami avec quelqu'un, machin. Et en fait, c'est que si on les lit hors contexte, ça a des charges affectives complètement dingues. Et en fait, partager sa localisation avec quelqu'un, c'est quoi, il y aura une consustentation, on va être dans le même corps. C'est très angoissant, c'est me faire phagocyter par l'autre. Ouais. C'est ça, il y a une menace avec un œil de Moscou sur moi qui va me... Et comme les phrases type tourner à droite, mine de rien, c'est comme une machine qui est en train de nous donner un ordre. Et, oui, et puis en plus, dans le tourner à droite, c'est vraiment aussi le sens de lecture du livre. Et donc, le lecteur est censé obéir à ce que l'auteur lui demande, ou le GPS lui demande. Il y avait ce côté un peu effrayant, oui, de sortir les phrases de leur contexte pour les faire lire autrement. Oui. Lucie Réco, Clément Ravon, Lucie Meurice, je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir accepté de participer à son livre Pour parler, consacré à GPS chez POL. Et maintenant, Lucie Réco, si vous le voulez bien, c'est parti pour la lecture d'un extrait de votre livre. On vous écoute. C'est comme si Sandrine t'avait tendu un piège malsain. Tu as attendu à 19h pour mes fiançailles, zone belle fenêtre, arrive bien à l'heure. Tu as tapé sur ton GPS, zone belle fenêtre, puis... lieu pour se fiancer, zone belle fenêtre. Il a répondu 2 fois. Adresse inconnue. Il suffit qu'un numéro manque et l'adresse devient incompétente. Une mauvaise adresse peut mener quelqu'un comme toi à sa perte. Les exemples sont légion. Une erreur dans le nom du destinataire fait qu'une amende ne parvient pas à bon port et devient une dette à vie. Une étourderie, et les urgences arrivent trop tard pour réanimer un père, laissant 2 enfants orphelins avec ce regret éternel, si seulement le digicode n'avait pas changé. Ou encore, un tueur à gages mal informé se trompe d'étage, entre chez toi et non chez ton voisin pour t'abattre d'une balle en pleine tête. Bien sûr, rien de tout ça ne t'est arrivé, mais parfois tu imagines tellement fort que tu ne sais plus différencier la réalité de tes fictions. Tu te laisses envoûter, tu divagues dans ta tête, tu divagues dans l'espace,
t'orienter est un vrai casse-tête.